Bonjour à tous. Alors, il est 18h34, donc je pense qu'il est temps de commencer en dépit de certainement les quelques retardataires qui sont en train de se connecter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benjamin Dessin, j'assure la mission de vice-président de la NDRH Île-de-France en charge de la communication et du juridique. Et je suis ravi de vous accueillir dans ce webinar qui est dédié à Comet. On va appeler ça le webinar Comet ANDRH IDF, que nous sommes ravis d'accueillir et qui nous fait bénéficier également de l'intervention de personnes de très très grande qualité. Donc, on va échanger autour de la réalité des entreprises au regard de la crise du Covid-19, comment remobiliser, comment remotiver les équipes. C'est une problématique que vous tous, adhérents de la NDRH IDF-France, rencontrez. Et c'est en ce sens que Comet a construit la méthode Reboot. Et nous sommes donc en compagnie de 3 co-auteurs de cette méthode Reboot et qu'on va laisser se présenter en quelques mots. Nous avons tout d'abord Caroline Rimbaud, que je vais donc laisser immédiatement intervenir, responsable du pôle succès chez Comet Meetings. Oui, bonsoir à tous. Donc effectivement, moi je travaille chez Comet Meetings. Pour nous, il va exister une science de la réunion réussie. Donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de développer et nous créons et opérons des lieux de réunion qui vont stimuler la collaboration et l'innovation des équipes. Donc on a structuré en fait notre approche autour de 3 dimensions. La première, c'est l'environnement, donc avec nos lieux inspirants et qui ont été pensés pour vraiment faciliter votre expérience. L'état d'esprit des participants, on a un accompagnement qui va vraiment être sur une mise en énergie des participants pour être bien avec soi et bien avec le groupe. Et tout ce qui va être la partie contenu, donc le succès, et c'est de ce dont je m'occupe, c'est de créer des conseils en fait personnalisés et adaptés à vos objectifs de réunion, de également faire une mise en relation avec des facilitateurs et également de créer des méthodes d'accompagnement comme la méthode Reboot qu'on va vous présenter ce soir. Et nous avons également la chance de voir parmi nous Xavier Latournerie, qui est un ancien officier des forces spéciales et désormais directeur de la stratégie et du développement de Skyfco. Alors, Xavier, vous me corrigerez si je le prononce mal, qui assure de la formation en management à partir de l'expertise militaire. Donc, je suis effectivement des 3 dirigeants de SIFCO, qui a pour mission de contribuer à l'unité nationale en renforçant les liens entre la communauté de défense et la société civile, qui s'appuie sur l'expertise d'anciens officiers qui, après une transition professionnelle, des choses à partager de notre expérience militaire au profit avec des dirigeants et des managers. Et c'est ce que nous faisons. Nous accueillons à peu près 5000 personnes par an dans nos formations sur des sujets qui tournent autour du leadership, du management d'équipe, de la gestion de crise, gestion de projet, négociations complexes, etc. Voilà, rapidement, la petite présentation. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous, Xavier, d'autant plus que ceux qui assistent à la présentation le savent, la NDRH IDF a toujours tenté de tisser des liens avec l'armée assez forts, sous l'impulsion de Pascal Bernard, qui est le président de la NDRH IDF, qui avait notamment organisé, il y a de ça 1 an ou 2 ans, tout un colloque entre l'armée et la direction des ressources humaines. Nous avons également Jérémy Bobot, qui est managing director du cabinet de facilitation BrainSWAT, à qui je laisse la parole. Bonjour, bonjour à tous. En effet, Jérémy Bobo, managing director chez BrainSWAT. Notre mission, brièvement, chez BrainSWAT, c'est d'accélérer la transition des entreprises vers des modèles à impact positif. Donc, on accompagne les organisations sur 3 dimensions. D'une part, nous aidons les organisations à faire émerger leur raison d'être, leurs valeurs, définir leur projet d'entreprise plutôt à un niveau stratégique. Et puis ensuite, on va travailler sur la dimension humaine, puisque c'est bien le sujet de ce webinaire. Et on va aider justement les organisations à engager les femmes et les hommes pour réussir cette transformation à impact. Et enfin, 3e pilier, toute la dimension autour des produits, des services. Et donc, on aide les équipes à repenser ou créer des produits et services qui vont être alignés avec la raison d'être des organisations et faire en sorte surtout que ces produits et services aient un impact positif. Voilà.
Merci Jérémy. Alors voilà comment le webinaire va se dérouler. Caroline va nous faire une introduction qui nous donnera des éléments de contexte sur la méthode Reboot. Ensuite, on aura un temps d'échange avec les regards croisés, les partages d'expériences des différents co-auteurs sur les 3 étapes clés de la méthode que vient d'évoquer Jérémy. Et on clôturera par une session de questions-réponses des auditeurs dans le but d'élargir le débat. Donc, afin que tout se passe correctement, étant relevé que le webinaire est enregistré, donc naturellement pour ceux d'entre vous qui n'auront pas pu se connecter adhérents, notamment parce que nous avons une allocution importante ce soir, bien évidemment, ce sera mis à disposition sur le site de l'IDF. Donc, coupez vos micros et caméras, s'il vous plaît, de façon à faciliter le flux. Toutes vos questions sont les bienvenues et vous pouvez bien évidemment les poser au fur et à mesure dans le chat et nous y répondrons, enfin plus exactement nos invités y répondront en fin de conférence. On fera ça pendant une quinzaine de minutes. Donc, le scénario en introduction brièvement avant de laisser la parole à Caroline. Le scénario qui est aujourd'hui totalement inédit dans l'histoire économique et sanitaire moderne va toucher plus de 890 000 entreprises qui impactent partiellement ou totalement leurs activités. On ne cesse de le répéter dans les différentes conférences à NDRH Île-de-France. Effectivement, c'est sans précédent. Lors du premier confinement, il s'agissait de 11,3 millions de salariés en chômage partiel, soit pratiquement un actif sur 2 qui a cessé de travailler. Avec la deuxième vague, l'engagement des salariés semble plus volatile et reflète l'incertitude de la période qui pèse bien évidemment tant sur les entreprises que sur les salariés. Des multiples facteurs comme la hausse de la charge de travail, le manque de visibilité, le respect du protocole sanitaire, ce que vous savez déjà parfaitement en tant que professionnel des ressources humaines, expliquent tout cela. Distanciation sociale, isolement, nouvelles habitudes de travail. Il s'agit de difficultés que vous devez, en tant que professionnel des ressources humaines, prendre en compte lors du retour à la normale annoncée, et on l'espère tous, naturellement, on espère déjà une annonce de retour à la normale partielle, on le devine, et il va falloir savoir le gérer. Donc Caroline, quel constat et quelle réflexion vous a mené à la construction de cette méthode Reboot à propos de laquelle nous avons souhaité vous entendre au niveau de la NDRH Île-de-France? Oui, comme tu disais, Benjamin, il y a eu pas mal de raisons, que ce soit la hausse de la charge du travail, etc., qui ont eu un impact sur l'engagement des salariés, et notamment tout ce qui est distanciation sociale. Je pense qu'on peut aussi la voir comme une distanciation psychologique, donc avec cet isolement dû au télétravail ou à l'absence de travail, et aussi une fatigue nerveuse et physique, et vraiment ce délitement du sentiment d'appartenance. Et pour reprendre un peu une métaphore qu'on aime bien chez Comet, c'est on peut voir nos entreprises comme une voiture en fait. Et on va dire qu'on entend beaucoup de populations parler de cette voiture. D'une part, les pouvoirs publics qui vont d'un côté nous rassurer en disant qu'il y aura du carburant dans la voiture, donc qui correspond un peu à la trésorerie, et ce carburant sera toujours présent après la crise pour redémarrer la voiture. Et de l'autre côté, on va avoir notamment les directeurs généraux des entreprises qui nous rassurent sur le fait qu'ils ont vraiment les 2 mains sur le volant et que pour eux, le cap est clair. Ce qui va effectivement, d'une part, rassurer les employés, les clients et les fournisseurs, mais il y a finalement une population qu'on entend un petit peu moins dans cette voiture, c'est les employés, qui sont vraiment le moteur de cette voiture. Et ce moteur, il est assez fatigué par les arrêts, les redémarrages, les arrêts à nouveau avec ce second confinement. Donc, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait purger cette machine pour qu'elle redémarre véritablement. Et c'est vrai que chez Comet Meetings, on est dans le secteur de l'événementiel, donc on a été quand même assez impacté par la crise. Aujourd'hui, nos sites sont fermés, même si on propose des solutions pour organiser des réunions à distance. Mais on a fait ce constat pendant le premier confinement. Nous, c'est vrai que notre conviction, c'est de croire en la force de l'intelligence collective. Donc, de façon un peu imagée pour nous, 1 + 1 = 3. Et on s'est demandé comment est-ce qu'à notre échelle, on pouvait soigner un petit peu à notre manière les maux de cette situation un peu inédite. Et je pense aussi que ce contexte
en tant que lieu d'organisation de réunions, ce contexte particulier nous a permis aussi de prendre conscience de la portée de notre métier et de devoir en fait envers les entreprises, c'est-à-dire renforcer ce lien social avec des rassemblements qui soient uniques et fédérateurs pour justement développer la cohésion d'équipe et révéler l'intelligence collective. Et notre aussi profonde conviction dans ce contexte, c'est que l'humain doit être la priorité pour construire le monde d'après. Et que c'est vraiment notre raison d'être au service du collectif. Ah, alors attends, Benjamin, je crois qu'on ne t'entend pas. Il faut Ouais, réactiver j'ai ton micro. commis une erreur de débutant. J'ai parlé en ayant oublié de réactiver mon micro. Est-ce que tu peux, Caroline, en synthèse, nous expliquer cette méthode? Donc effectivement, je vous parlais de ces éléments de contexte, donc avoir l'humain en priorité. Et pour nous aussi, la reprise se prépare. Et les entreprises doivent vraiment réagir au changement. Et après tout choc important, il y a vraiment cette période de réadaptation qui est nécessaire pour justement renouer avec une reprise d'activité efficace, rapide, et avec toujours, pour répondre à cette question, comment est-ce qu'on peut réengager les équipes afin de repartir du bon pied rapidement. Et on a donc développé cette méthode. La méthode Reboot, c'est une journée. C'est vraiment un temps particulier dédié aux entreprises et surtout à leurs équipes qui ont été bousculées par la situation actuelle. Et c'est pour les accompagner, pour faire un premier pas vers la résilience et cette reprise d'activité efficace. Et si on reprend un petit peu la pyramide de Maslow, c'est vrai que ces derniers mois, on est revenu un petit peu tout en bas de l'échelle, tout en bas de la pyramide avec les besoins plutôt physiologiques. On a vu la ruée dans les supermarchés au moment du premier confinement. Puis ça a été aussi beaucoup le besoin de sécurité, avec tous les protocoles sanitaires assez stricts qui ont été mis en place. Et maintenant, on a vraiment aussi ce troisième besoin qui n'est pas à négliger, je pense, et qui a toute son importance, qui est le besoin d'appartenance. Et avec cette journée Reboot, ça permet justement de travailler autour de ce besoin d'appartenance. Et je tiens à préciser aussi qu'avec cette méthode, donc qui est applicable sur cette journée, c'est vraiment un point de départ. C'est-à-dire que ça ne va pas régler tous les problèmes comme avec une baguette magique, mais c'est vraiment un point de départ pour construire l'après. Et peut-être que je vais laisser Xavier ajouter quelques éléments avec votre expérience justement dans les forces spéciales, avec cette importance de cette période de réadaptation. Merci Caroline. En fait, oui, peut-être que certains d'entre vous ont vu un reportage qui est passé dimanche dernier qui s'appelle sur Enquête spéciale sur le 13e régiment de dragons parachutistes, qui était mon régiment, et qui avait qui a cette spécialité d'amener les spécialistes, les opérateurs, à s'enterrer pour observer un objectif. Et il raconte souvent cette histoire de la sortie de cache. Donc on vit comme ça sous terre, il faut imaginer ce que c'est, on vit sous terre dans 2-3 mètres cubes pendant plusieurs jours, ça peut durer jusqu'à 10 jours. Donc dans une promiscuité que vous imaginez aisément si vous visualisez ce que c'est que 2-3 mètres cubes sous terre, et que de cette place-là, on observe en fait des objectifs qui en général de niveau spécifique. Et la sortie de cache est un moment très très fort parce que après avoir vécu dans 2-3 mètres cubes pendant, je vous dis, une dizaine de jours, on se retrouve au grand air et là, voilà. Et j'ai écrit un article que vous retrouverez sur LinkedIn qui explique ça. En fait, c'est un phénomène d'euphorie qui se passe à ce moment-là. Et j'ai souvenir, notamment à la fin d'un exercice en 95, où avec le en sortant, on a eu un fou rire qui a duré pas loin de 45 minutes, mais qui nous a finalement paralysés. Et c'est cette euphorie, vous voyez, qu'on peut ressentir à la fin d'un confinement où on a envie d'un seul coup de retrouver toute cette liberté et cette joie de vivre et voilà. Donc tout ça pour m'amener à vous dire quoi, qu'en fait une sortie de crise, une sortie de confinement comme ce qu'on est appelé à vivre, je l'espère du fond du cœur, vous l'imaginez, comme la plupart d'entre vous, ça se prépare. Alors c'est un peu une apalissade de dire ça, mais préparer, ça veut dire que oui, il faut l'anticiper, il ne faut pas attendre qu'on nous donne que ce soir le président nous parle pour nous raconter probablement pas grand-chose. Il faut anticiper ce qui va se faire dans les mois, dans les mois du début de l'année 2021.
et bien visualiser en fait comment est-ce qu'on veut conduire cette action dans nos entreprises. La première chose qu'on va avoir à faire quand on va se retrouver, parce que je veux croire qu'un jour on va se retrouver dans nos bureaux et se retrouver pour retravailler ensemble, il va falloir redonner un cap qui est un peu perdu. On l'a tous, hein, j'imagine, vous comme moi, des salariés qui sont des employés, des salariés qui sont un peu perdus, qui ne comprennent plus le sens de ce qu'on fait, qui sont un peu tétanisés par ce télétravail qui rompt brutalement des relations sociales et toutes ces barrières qu'on a mis qui font qu'on ne se touche plus, qu'on se regarder et qui polluent finalement au quotidien notre vie. Ben voilà, tout ça, ça va avoir un terme et il va falloir redonner un cap pour pouvoir refixer le cap pour que tout le monde puisse s'aligner là-dessus. La deuxième chose, après, ce qu'il va falloir faire, c'est piloter. Piloter, c'est déjà rappeler à chacun qu'il y a un chef dans le bateau, que tout bateau a besoin d'un commandant de bord et que ce commandant, c'est lui qui pilote. Mais quand tout le monde a bien compris où on allait, chacun connaît aussi la pierre qu'il doit apporter à cet édifice et c'est d'autant plus simple. Il y a une chose qu'il ne faudra pas oublier de faire, je pense, c'est de débriefer ce qui a été vécu de façon un peu isolée. Vous l'avez certainement fait à la fin du premier confinement. On a l'impression que ce deuxième confinement est un peu plus facile parce que quand on regarde, il y a beaucoup de monde dans les rues, il y a beaucoup de monde sur la route. Donc on se dit que finalement les gens ne sont pas forcément très confinés, ou en tous les cas pas autant que la première fois. Mais pour autant, on a encore des salariés qui sont seuls chez eux, qui vivent ça parfois très durement et qui auront besoin de le verbaliser, de le dire, et si on ne les sollicite pas, garderont ça pour eux, et c'est un poids qui peut les paralyser longtemps. Donc voilà, on parle dans l'armée, on est très sensibilisé maintenant au choc post-traumatique. Je pense qu'il ne faudra pas exclure d'avoir dans nos salariés des gens qui seront victimes de ce choc post-traumatique, parce que des mois de confinement comme ça ne peut que laisser des traces. Alors, il y a des gens qui sont très équilibrés, très sains, ça leur pose pas de problème. Ils sont très entourés, mais on a aussi des gens qui sont très seuls et qui vivent ça très durement, et il ne faut pas les oublier. Il faut se méfier, ce n'est pas parce que les gens sont très entourés qu'ils sont aussi très accompagnés. Donc, il faudra avoir ce temps de débriefing pour faire advenir finalement tout ce que les gens ont au fond du cœur. Et puis, en même temps, il faudra célébrer parce que ces retrouvailles, ça doit être un moment de retrouvailles. Et c'est important de continuer à créer ces moments. Et ça le sera d'autant plus qu'on en aura été privé longtemps. Voilà. Je pense qu'il faudra aussi penser à une chose, et ça c'est le rôle du chef, et on a souvent tendance à l'oublier. Moi, comme vous, comme chef d'entreprise, je me dis, finalement, les gens qui sont chez eux, là, en télétravail, ils se reposent. Enfin, en tous les cas, ils sont moins fatigués que quand ils sont obligés de faire de la route pour venir travailler, qu'ils sont moins sollicités, que finalement, ils s'organisent plus facilement, etc., etc. Et en même temps, il y a une fatigue intellectuelle, il y a une fatigue qui fait que les gens n'ont pas pu profiter de leur famille normalement. Et à la fin de ce confinement-là, il faudra absolument ne pas s'imaginer qu'on peut relancer une machine. Voilà, Caroline évoquait tout à l'heure la voiture. J'aime assez aussi cette idée que une voiture qui n'a pas roulé normalement pendant quelques mois, avant de la lancer à 130 km sur l'autoroute, il faut un peu la faire tourner à bas régime et avoir cette phase de rodage qui permet de effectivement bien rehuiler toutes les parties du moteur, qui vont faire que quand il va vouloir le solliciter à fond, on en aura la capacité. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire sur comment est-ce que de mon côté, je me préparerai je me prépare déjà et je prépare notre équipe pour la sortie de crise. Je pense que les adhérents de la NDRH-IDF sont complètement d'accord avec vos propos. D'ailleurs, le DRH a vraiment pas un rôle facile parce que à la fois on lui explique qu'il doit mettre tout le monde en télétravail. Et plus récemment, il y a quelques jours, on lui explique aussi, par le biais de directives gouvernementales, qu'il doit quand même temporiser le télétravail lorsqu'il identifie un risque d'isolement d'un salarié qui pourrait mener à une dégradation de son état de santé. Donc, à part avoir des talents divinatoires, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, c'est en cela que peut-être
la méthode pourrait présenter un intérêt. Et d'ailleurs, Caroline, quels sont les objectifs de la méthode? Oui, donc les objectifs de la méthode Reboot sont un peu triples. En fait, c'est vraiment de donner, aux entreprises les moyens de prendre, premièrement le temps de l'humain, donc c'est-à-dire vraiment donner un nouveau souffle à la cohésion d'équipe. Donc justement après, ces mois d'incertitude, et de distanciation, de redémarrage, de second confinement, je pense que les équipes ont besoin justement, comme le mentionnait, Xavier, un instant de catharsis pour purger les émotions, de la période et aussi s'approprier le cap fixé, par l'équipe dirigeante. Ce qui m'amène un peu au deuxième temps, qui est le temps de l'organisation, où là, il va s'agir de revenir un petit peu sur l'agilité qui a été déployée par les entreprises, des entreprises qui parfois on pensait étaient proies à l'inertie et finalement ont fait preuve d'une agilité, assez incroyable. Donc revenir sur ce temps, de l'organisation, revenir sur le bilan économique et humain aussi de l'entreprise au sortir de la crise et surtout quels sont les changements futurs à opérer et comment fixer, enfin quel cap fixer et comment s'y tenir. Et troisième temps, qui va être plutôt le temps du futur, où là, il va s'agir d'imaginer collectivement l'après-crise et identifier un objectif concret, donc ce cap dont je vous parlais, qui soit adapté au contexte et aussi porteur de sens, tant pour les individus que pour l'organisation. Je reparlais dans le vide. Merci. Et alors, ça nous intéresse de savoir, je pense, avec qui vous avez conçu ça, quel type d'experts vous avez interrogé. Xavier, peut-être, enfin d'ailleurs, je comprends Xavier, notamment. Selon quelle méthode? Donc en fait, au départ de notre réflexion, nous, on s'est dit, donc en tant qu'équipe de Comet, quelle journée, enfin comment est-ce qu'on aimerait vivre justement à nouveau ce sentiment d'appartenance, retisser les liens après la distanciation sociale. Et donc on a imaginé cette journée-là avec une vraie dynamique d'accouchement de la pensée, avec ces 3 étapes sur lesquelles on va revenir dans quelques instants. Et on avait du coup cette intuition et on a interrogé un certain nombre d'experts. Donc effectivement, Xavier, pour notamment votre expérience d'ancien des forces spéciales, on a interrogé aussi des historiens, des psychologues, pour justement compartimenter un peu la journée avec le bon intervenant au bon endroit et qu'on crée une journée qui soit pertinente pour les équipes. Donc on a aussi assisté à pas mal de webinars qui ensuite, ces personnes interrogées sont devenues des experts de la méthode Reboot. Et donc, je pense notamment à l'amiral François Dupont, ancien commandant de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui est aussi maintenant un expert de Reboot et qui intervient durant cette journée. On a aussi discuté avec Bertrand Piccard, qui lui est à la fois psychiatre explorateur, et puis également Didier Lebray, qui est co-auteur de la méthode et qui est l'ancien directeur du centre de crise du ministère des Affaires étrangères, pour forger, vraiment construire cette journée et qu'il y ait vraiment cette dynamique d'accouchement des esprits. Et aussi avec Jérémy, donc qui est là ce soir et du cabinet BrainSwat, pour avoir cet accompagnement plus sur la méthode et qu'on s'assure en fait que ces 3 étapes autour desquelles la méthode Reboot a été articulée, qu'il y ait une vraie dynamique. Et ces 3 étapes, donc on va ensuite les détailler, mais c'est Energy, Momentum et ensuite en dernier temps Impulse. Et pour la petite histoire, en fait, il s'agit des composantes de la théorie de la deuxième loi du mouvement de Newton, donc pour montrer justement, même en temps de crise, même quand on a finalement, on navigue un petit peu à vue et on ne voit pas au-delà de l'1 mètre, on continue quand même d'avancer et de faire preuve d'agilité et de résilience. Alors, que le fait de préparer le retour à une activité normale soit essentiel, ça, clairement, je pense que tous les professionnels RH en sont convaincus. Moi, j'ai compris la méthode qui a été utilisée, j'ai compris que vous aviez fait appel à des experts qui sont des professionnels de la sortie de crise. Maintenant, concrètement, quelles sont les différentes étapes? Il y en a 3, donc ça on a compris, 3 étapes. Quelles sont ces 3 étapes pour le professionnel RH qu'on est de sortie de crise selon Reboot?
Jérémy. Peut-être, oui, peut-être deux mots sur le premier pan, sur le premier pilier, sur la partie énergie. Moi, je partage tout à fait le constat fait par Caroline et Xavier. En effet, la reprise, elle se prépare et les entreprises doivent la planifier, doivent accueillir ces nouveaux défis et transformer ces défis en opportunités. C'est d'ailleurs la définition du mot, il me semble, crise en chinois, qui veut dire et danger et opportunité. Donc, globalement, je pense que les directions des organisations en ont tout à fait conscience qu'il faut aller chercher l'énergie. Et elles ont d'ailleurs travaillé sur ces enjeux depuis des mois, tout au long du confinement, après, pendant, à réfléchir à comment transformer ça en opportunité, cette énergie-là nécessaire. Et globalement, je reprends le point de tout à l'heure, le top management, dans l'ensemble, connaît le cap à suivre pour reprendre l'activité. C'est d'ailleurs ce qu'on attend d'un capitaine. C'est d'ailleurs ce qu'on attend du leadership, de fixer le cap. Cependant, pour faire redémarrer la machine, et j'aime beaucoup la métaphore de la voiture, le top management, il a besoin d'aligner toutes les forces vives de l'organisation. La citation « tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », eh bien, ça illustre parfaitement cet élément-là. Il est donc impératif et même primordial de s'assurer que les équipes à toutes les strates de l'organisation sont bien embarquées dans cette dynamique collective de reprise. Alors que ce soit, parce que finalement la reprise, ça a été on repart, confinement, déconfinement, reconfinement, des informations contradictoires, ce n'est pas forcément évident. Maintenir ce niveau d'énergie dans la durée, ça a été très difficile. Et cette remobilisation, elle est pourtant essentielle au moment où potentiellement les individus ont été ou alors très peu sollicités, ou alors très sollicités, impliqués ou pas impliqués. On a eu tous les cas de figure potentiels. Il y a des gens qui ont été en chômage partiel pendant des mois, il y a des gens qui ont été en suractivité complète. Bref, le niveau est complètement épars au sein des organisations. Embarquer une équipe vers un cap, un objectif commun, ça demande de faire quoi? Eh bien, ça demande de faire plusieurs choses. Ça demande un temps. Ça paraît évident de le dire, mais ça demande un temps de préparation en amont de l'atelier, en amont d'un reboot, parce que ça va demander de s'assurer que le collaborateur, la collaboratrice, au moment où le porteur de projet organisera la journée reboot, il va falloir qu'elle comprenne le projet de relance. Ça passe par le sens, la finalité que le porteur donne à cette relance. Il va falloir aussi donner envie, il va falloir donner envie de participer à ce projet de relance, parce que l'ambition du projet, elle doit être enthousiasmante et elle doit générer une émotion positive, même en cas de difficulté. Et il faut aussi impliquer et faire en sorte que les personnes s'approprient ce projet de relance. Et ça passe par quoi? Grâce à la co-construction, parce que bien évidemment, il faut aller chercher les conditions d'adhésion des participants. C'est donc bien tout l'enjeu de cette première séquence au sein de l'étape clé énergie. Nous, notre rôle de maïoticien, on fait accoucher un petit peu ces idées-là, c'est bien ça requiert un travail de préparation avec le porteur de projet. Parce que ce travail, en fait, en amont, il va nous assurer qu'au moment où ce porteur de projet, cette capitaine, il va prendre la parole, on va s'assurer que ce message il soit le plus percutant possible et le plus précis possible. Et on s'assurera aussi qu'il générera l'énergie nécessaire pour embarquer ses équipes. C'est aussi ce qui va créer les conditions de réussite de Reboot. Le porteur de projet, il est préparé. Le contenu, il est maîtrisé. Les facilitateurs, c'est-à-dire nous, les accompagnants, on connaît le contexte et on a les objectifs précis que le porteur de projet souhaite, les sujets sur lesquels il souhaite embarquer ses collaborateurs. Et il y a bien un travail de synchronisation à faire avec le groupe, entre le groupe et le porteur. Il existe d'ailleurs une méthode qui permet de formuler un projet pour mobiliser ses équipes. Cette méthode, elle a l'avantage pour un porteur de projet de l'aider justement à structurer sa réflexion. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un modèle en nœud papillon qui va permettre de donner du sens, de poser tous les éléments liés au sens. Concrètement, on va parler du contexte, du constat, des analyses, des forces, des faiblesses, des menaces si on ne fait rien. Ensuite, on va aller chercher l'enthousiasme. Et ça, comment on le fait? En posant une ambition claire. C'est la description de la vision. C'est la description de la situation idéale. Et enfin, sur la partie co-construction, on va aller chercher les axes de travail ou les enjeux, la démarche et même ce que le porteur, ce que le capitaine attend de ses équipes. Ce travail, je le répète, c'est un travail qui demande du temps de préparation de la part du porteur de projet et qui ne doit pas être négligé. Une fois que ce travail il est fait, le porteur de projet il est prêt
pour réunir ces équipes et faire que ce reboot se passe de la meilleure façon possible. Et donc, c'est ça qu'on va aller chercher en permanence. Et donc, on va s'assurer de ça. Nous, en tant que facilitateur, on est garant du cadre et des interactions tout au long du reboot, ce qui veut dire qu'on est bien responsable du fait que cette phase délicate de reconnexion entre le porteur de projet et les équipes, surtout quand elles ont été déconnectées si longtemps, on est responsable du fait que ça se passe de la meilleure façon possible. Et le cadre qu'on va créer va permettre d'assurer, de générer un lien de confiance entre le porteur de projet et ses équipes. Donc, concrètement, là, on va aller faire pas mal d'icebreakers pour faire en sorte que tout le monde se reconnecte. Ensuite, une fois que le porteur de projet a posé son projet, on va le faire sortir de la pièce. Ça paraît bizarre comme ça, mais c'est hyper important pour justement s'assurer d'aller chercher les conditions d'adhésion et d'engagement des participants. Et on va leur poser la question, concrètement, par rapport à ce projet qui fait sens, enthousiasme, appropriation, quels sont les points positifs de ce qui a été présenté? Quels sont les doutes que les équipes peuvent avoir? Et sur ce point-là, ça paraît fou, mais il faut passer un temps profond pour aller chercher toutes les interrogations des personnes de l'équipe. Comme ça nous permet d'identifier vraiment les conditions d'adhésion. Et potentiellement, il faut être à l'écoute parce que les collaborateurs peuvent avoir des propositions très précises à faire. Et donc, en conclusion, en tant que facilitateur, médiateur, on doit trouver l'équilibre dans la mobilisation de l'intelligence collective. Ce qui veut dire qu'on va jouer avec des vents contraires. On doit soutenir l'individu tout en affirmant le groupe. On doit soutenir les avis divergents tout en les confrontant. On doit encourager le top-down avec la vision du porteur de projet, tout en encourageant le bottom-up, c'est-à-dire le fait que les personnes soient en mesure de faire remonter un maximum de choses. Enfin, une fois que ce travail de médiation est fait, on s'assure de faire revenir le porteur de projet et c'est là où on va lui restituer toutes ces étapes clés. C'est là où, en fait, il va comprendre, il va potentiellement réagir à chaud par rapport aux objections, il va être capable de comprendre qu'est-ce qui est négociable par rapport à ce qu'il a présenté, qu'est-ce qui n'est pas négociable, et ça permet de reconnecter un petit peu. C'est un peu une phase importante où vraiment les éléments clés, ça va être la préparation du porteur de projet dans la globalité de la journée, une synchronisation des participants à travers des ateliers d'ice-breaking, et enfin un état des lieux de l'entreprise qui passe par, j'ai envie de dire, 3 petites séquences. Une séquence top-down descendante où il y a le cap qui est fixé par le porteur de projet. Ensuite, on va chercher les conditions d'adhésion des membres, des participants, des collaborateurs et collaboratrices. Et enfin, on a une séquence top-down où il y a une reformulation du projet qui va intégrer les conditions d'adhésion des participants. Voilà pour cette séquence énergie. Benjamin, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là, mais j'avais un problème, je ne pouvais plus réactiver mon micro, je suis navré. Donc merci Jérémy pour ces explications, ça me semble beaucoup plus vrai. Concrètement, encore plus concrètement, comment fait-on pour y avoir accès? Caroline, je suppose. Oui, alors peut-être qu'on va revenir et laisser la parole à Xavier pour la deuxième partie en fait de Reboot, parce que là, Jérémy nous a exposé la première partie qui est plus énergie et Xavier, peut-être quelques mots sur cet aspect catharsis qui est assez important dans cette deuxième phase et qui va participer de donner un nouvel élan à la cohésion d'équipe. Je l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est-à-dire que dans cette partie de sortie de crise, il va falloir à un moment faire ressortir finalement ce que les gens ont ressenti et comment ce qu'ils voient de bien et de moins bien dans cette expérience. Et c'est arriver à fédérer tout le monde dans une réflexion collaborative, un grand débriefing où, avec beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, de non-jugement, les gens vont pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu et comment, par cette démarche-là, on va les faire finalement adhérer au projet de l'équipe dirigeante. Voilà. Donc, c'est finalement faire émerger les conditions d'adhésion à ce projet.
Et vous savez, on dit tout le temps que la mission s'arrête, elle a été débriefée. Et le débriefing, ce n'est pas juste de dire les choses, c'est vraiment de prendre derrière l'engagement de faire que les choses ne se refassent pas comme ça quand elles n'ont pas marché. Et donc de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise pas. Et de s'appuyer encore davantage sur toutes les choses qui ont fait que ça a bien marché, pour les mettre plus en valeur, etc. Et le catharsis, c'est un peu cette idée-là, à travers un témoignage qui peut être finalement une manière de mettre en lumière certaines choses, de réveiller un peu l'idéal, et derrière de partager sur la manière dont chacun a vécu ça et comment est-ce qu'à partir de là, on s'aligne et on adhère au projet. Voilà. Et Caroline, peut-être pour la troisième phase. Oui, sur la phase effectivement Impulse. Donc après avoir pris ce temps de l'organisation, après avoir pris aussi ce temps de l'humain sur la catharsis, la troisième partie de la méthode Reboot, c'est vraiment le temps du futur ou Impulse, où il va s'agir de en fait atterrir un petit peu concrètement suite à ce cap fixé et donc travailler, enfin établir les axes de travail. La feuille de route en fait qui va permettre d'accomplir et d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par l'équipe dirigeante et puis à la fin avoir une synthèse un petit peu constructive des engagements qui ont été pris pour la suite. Merci, merci Caroline. Donc effectivement, maintenant nous avons les 3 étapes qui ont été un peu plus concrètement présentées. Et en termes d'accès, je repose donc ma question, comment fait-on? Donc effectivement, il y a 2 possibilités pour avoir accès à cette méthode. C'est vrai qu'on s'est dit que c'était une nécessité qu'on partage cette méthode à tous. Donc il y a une première version initiation de la méthode qui est disponible gratuitement et sur notre site que je vais vous mettre tout de suite dans l'espace de conversation, où vous allez retrouver de nombreux conseils pour l'appliquer vous-même au sein de votre entreprise. Et après, nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir cette journée de façon approfondie et en présentiel dans nos lieux, et avec justement l'intervention d'experts comme Xavier, comme Didier Lebré aussi, comme Olivier Siboni, qui vont permettre de donner un petit peu de relief et de perspective à ce qui a été dit. Et puis bien sûr, avec l'accompagnement de Jérémy et son équipe tout au long de la journée, avec ce vrai rôle de mailloticien pour faire accoucher les esprits et donner une vraie dynamique, avoir cette journée autour de Reboot qui soit un point de départ pour l'après et pas un aboutissement. Donc là aussi, je vais vous mettre, si vous avez des demandes ou quoi, l'adresse mail pour nous contacter. Donc, je vais vous mettre ça dans l'espace de conversation tout de suite. Merci beaucoup Caroline, merci Jérémy, merci Xavier pour vos interventions respectives. Je crois que nous sommes à peu près dans le timing et il serait peut-être temps de passer à la phase de questions-réponses, sachant que je ne vois pas utiliser pour le moment a priori le chat sur le côté. Donc, pour ceux d'entre vous qui veulent poser des questions, je pense que vous pouvez les poser à l'oral. On va désactiver nos micros et ceux qui veulent intervenir, activez vos micros et n'hésitez pas à les poser. Ou le chat, comme vous le souhaitez. J'espère que personne ne fait comme moi et ne se met pas à parler sans avoir activé le micro parce que
Ah, ça y est, il y a des questions qui commencent à tomber dans le chat. Alors, y a-t-il une taille de groupe idéale pour la méthode afin de favoriser l'échange et la prise de parole de tous lors de la première phase, notamment? Je laisse celle ou celui d'entre vous prendre la parole et répondre. Caroline, tu veux que je prenne? Oui, peut-être, ouais. Comme tu es là tout au long de la journée, Jérémy. Ouais, sur la taille de groupe idéale, en fait, on peut avoir des groupes. La taille pour un facilitateur, on dit en général un facilitateur pour une dizaine de personnes. C'est un bon nombre parce que, notamment dans la phase de catharsis, notamment quand on va aller chercher les conditions d'adhésion des participants, on préfère s'assurer que tout le monde peut s'exprimer pleinement. Et parfois, quand on a un groupe qui est trop important, on commence à avoir une inertie de groupe qui est relativement forte et du coup, ça contrebalance. Du coup, la règle, c'est de dire un facilitateur pour une dizaine de personnes. Typiquement, ça nous est arrivé de faire des reboots pour des équipes de 10 personnes, donc on avait un facilitateur, et ça nous est arrivé de faire des reboots pour une quarantaine de personnes, et du coup, on avait 4 facilitateurs. Mais à chaque fois, on séparait. Il y a des moments où on était en restitution commune, et dans ces cas-là, on peut être 40 dans la même pièce, avec les distances de sécurité, bien évidemment. Et puis après, on partait en salle de sous-commission pour aller j'ai envie de dire plus dans l'intime pour aller vraiment chercher les conditions d'adhésion des participants et pour vraiment les faire s'exprimer sur les points positifs, les doutes et même pour imaginer l'après. Voilà pour la question des groupes. Après, encore une fois, tout dépend de la logique et tout dépend de la manière dont les gens souhaitent embarquer les équipes. Il y a plusieurs critères aussi qui peuvent jouer. La diversité des équipes, est-ce que c'est des équipes transverses ou pas? Est-ce que c'est des personnes qui se connaissent bien? Est-ce que c'est des personnes qui ont besoin? Enfin, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Voilà ce que je peux dire. Du coup, je vais en profiter moi aussi pour poser une question à Xavier. Xavier, vous qui êtes vraiment au cœur de la gestion des crises dans votre carrière actuelle, mais aussi dans votre carrière militaire, quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à un directeur des ressources humaines, de façon plus large, à un décideur dans une entreprise, dans cette préparation de sortie de crise? Le meilleur conseil, c'est difficile. L'idée, en fait, c'est surtout de se dire de ne jamais oublier que les gens qui nous sont confiés dans nos entreprises, les gens avec qui on travaille, ce sont des hommes et des femmes qui vivent des expériences qui ne sont pas forcément les nôtres, qui sont atypiques, et que quand on est dans cette phase de reprise, il faut être extrêmement vigilant, extrêmement à l'écoute, déployer encore plus d'empathie pour bien savoir où ils en sont. Et je pense que le risque majeur, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est l'euphorie de la sortie de crise, où on veut absolument repartir il y a des réformes qui sont passées sous silence, mais qui ont été votées pendant cette phase de confinement. Et quand les salariés vont s'en rendre compte, je pense qu'il y en a certains qui pourraient en prendre ombrage. Et donc, voilà, les choses ne vont pas être forcément simples. Il faut s'y attendre. Et donc, encore une fois, il faut déployer encore plus d'empathie pour comprendre ce qui les fait bouger, et ce qui, donc, en comprenant ce qui les fait bouger, ce qui va les faire adhérer à notre projet. Et c'est là l'enjeu. Merci beaucoup, Xavier. Caroline, est-ce que en termes de timing, on est bon? J'ai l'impression que oui, ou alors est-ce qu'on oui, je pense qu'on est bon. Je voyais une question aussi de Marie-Véronique. Peut-être pour toi, Jérémy, avez-vous eu des retours d'expérience réussis? Et puis aussi, couplé à une autre question de Corinne,
personnes récalcitrantes ou très trop isolées, comment est-ce qu'on peut les intégrer à ce processus de maïeutique? Ah, Une dernière question. alors sur la première question, sur la question des retours d'expérience, ils sont positifs. On a fait des formats on a fait pas mal de formats reboot dans la première, donc dans la partie du déconfinement après la première vague. On a des retours très positifs de clients qui ont pu véritablement poser le cap, réengager leurs équipes après des mois qui avaient été difficiles, de crever certains abcès également qui n'avaient pas forcément été mis sur le tapis. Du coup, ça permettait de faire émerger des sujets qui pendant le confinement, étaient restés un petit peu en off. Donc là, c'est des points très positifs. Et la deuxième question, tu disais, Caroline, excuse-moi. C'était quand on a des personnes qui parfois sont Ah oui, récalcitrantes ou très trop isolées, comment est-ce qu'on peut les intégrer dans le processus pardon, de maïeutique? je pense qu'il y a c'est toujours un travail d'orfèvrerie. Déjà, on pose plusieurs questions, c'est aux porteurs de projets en général pour qu'ils nous donnent la dynamique interne. Et donc, du coup, on est capable d'identifier, ça nous est arrivé récemment, où une cliente savait que justement, il y avait une personne au sein des équipes qui, on va dire, dans un antagonisme très fort et qui mettait relativement peu de synergie dans les relations. Néanmoins, en faisant ce travail et aussi avec la posture qu'on a, c'est-à-dire la posture de médiateur et j'ai envie de dire de facilitateur, de personne neutre, les gens osent plus se livrer. Et du coup, en fait, le but, c'est qu'on aille chercher les avis de tout le monde. Donc, si dans les échanges, il y a une personne qui prend énormément la parole, on s'assure également de prendre les points qui sont pris par les personnes qui s'expriment naturellement, mais on s'assure également, et c'est notre travail de facilitation, d'aller chercher précisément les personnes qui s'expriment moins, parce que ça ne veut pas forcément dire qu'ils adhèrent au projet. Qui ne dit mot consent, je n'y crois pas forcément, et au contraire, on va aller chercher leurs conditions d'adhésion à eux. Et en général, quand on appuie un tout petit peu, quand on commence à poser quelques questions, les langues se délient. Et tout d'un coup, et c'est ce qui nous est arrivé sur un autre reboot récemment, où des gens nous ont dit « Ah, c'est marrant, je ne pensais pas que cette personne-là avait ce ressenti-là. Moi, je pensais que j'étais seul à avoir ce ressenti-là, et finalement, ça m'a fait plaisir. » Et donc, en fait, les paroles se délient, et en fait, au final, ça fait du bien. Ça fait un vrai exercice de catharsis. Du coup, en fait, on adore les personnes qui sont naturellement un peu bougons et ou qui s'expriment peu, parce qu'en général, quand on pose les bonnes questions, on a énormément de matière, paradoxalement. Merci Jérémy. Je vois qu'il y a d'autres questions. Caroline, est-ce que tu les vois? Oui, je vois aussi une question sur le coût d'une journée reboot. Donc là, ce qu'on vous invite, c'est à prendre contact aussi avec nous. À chaque fois, c'est vraiment une tarification sur mesure en fonction de votre projet, du nombre de participants, de comment est-ce qu'on peut organiser ça. Donc le plus simple, et je vais vous le message, mais c'est soit par mail, soit par téléphone, de nous partager votre demande d'événement. Et je rajouterais un point là-dessus qui est basé sur des retours d'expérience, et notamment pour des fonctions RH. Je pense que c'est particulièrement pertinent. En fait, la fonction RH est au support de pas mal d'équipes métiers. Et ça peut vous arriver d'être sollicité par des personnes. Ou parfois, c'est vous qui êtes à l'initiative parce que vous pensez que telle direction a besoin d'un coup de main, etc. Mon point est de dire, si vous vous lancez dans ce type de travail-là, assurez-vous aussi d'embarquer les porteuses de projets, des porteurs de projets pour qu'ils soient embarqués dans ce type de réflexion-là, pour que vous ne soyez pas seul à porter ces sujets-là en interne. Il faut en effet, parfois ça peut arriver certaines directions sont réticentes à l'idée de tester ce type de format-là parce qu'ils se disent non, mais finalement, on n'a pas forcément besoin. Ou alors, au contraire, elles sont très consommatrices. Donc, essayez d'aller chercher un bon case study, une réussite en interne, et c'est ça qui va permettre de dire, bah, vous voyez, voilà, la stratégie des alliés, allez chercher voilà, une belle réussite en interne au sein d'une structure et ensuite essayer de le démultiplier parce que vous avez des preuves à l'appui, vous avez des retours d'expérience qui sont positifs et rien de mieux que des gens qui parlent de ce type de démarche-là à d'autres collègues et d'autres directions.
Et je vois aussi qu'on a une question. Est-ce que vous déployez aussi la méthode Reboot en distanciel, notamment pour des équipes dispersées, pardon. C'est vrai que notre recommandation, c'est pour l'instant de le faire en présentiel, mais on a aussi, avec l'aide de Jérémy, développé le format sur la distance. Si notre solution d'événements 100% digital chez Comet, pour justement qu'on retrouve aussi ce côté socialisation, recréer du lien et qu'on puisse tirer aussi bien le potentiel qu'en présentiel. Donc, c'est effectivement possible. Je vois que dans le chat, il y a aussi une question sur la difficulté à construire un projet engageant dans une phase pour le moins VUCA. Et je trouve que cette question est très intéressante parce qu'effectivement, c'est un peu le cœur du sujet. Et je pense que cette réussite, elle repose sur la capacité justement à fédérer toute son équipe dans une réflexion collaborative qui permet de faire remonter en fait toutes les informations et de mettre en lumière que finalement la solution qu'on va retenir, c'est la meilleure. Et donc finalement, comme on a réussi à faire émerger ensemble cette solution, naturellement, la décision, elle va toujours être prise par le dirigeant. Il est là pour ça, il est payé pour ça. Mais en fait, l'adhésion à cette décision va être beaucoup plus facile, va être facilitée en tous les cas par le fait qu'on aura intégré dans cette réflexion ce qu'on aura qui vont avoir à mettre en œuvre. Et après, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la communication opérationnelle, qui sont comment est-ce que je donne du sens, comment je donne du sens à chacun de mes collaborateurs, comment je les aide à trouver du sens dans ce que je vais leur confier. Et pour vous donner une idée de quelque chose qui vient du monde militaire et que les entreprises aiment beaucoup, c'est dans le monde militaire, on donne toujours un ordre de la mission, exécution et place du chef. Voilà. Que vous soyez caporal ou général, votre ordre il suivra toujours ce même canevas. Ça s'appelle le SMEP. Et dans le SMEP, on sépare bien la mission d'exécution divisée en différentes tâches. En vue de réaliser tel objectif, eh bien, on va dans un premier temps faire ça, dans tel espace-temps, avec tel moyen. Et ça, cette tâche-là va être confiée à telle personne ou à tel groupe de personnes. Et la deux tâches d'après, ça sera ça, etc. Et finalement, chaque collaborateur dans cette œuvre commune voilà. Donc ça, c'est de la communication opérationnelle. Je peux rebondir 2 secondes sur cette question VUCA parce que c'est intéressant et j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de demandes aussi là-dessus. Sur la notion de VUCA, un monde VUCA, c'est un monde complexe, volatile, ambigu, incertain. Je pense que de plus en plus, les entreprises nous demandent de réfléchir à différentes approches. Quand elles nous demandent d'imaginer l'après, en fait, elles ne veulent pas tout mettre dans un monde incertain, et notamment avec l'incertitude qu'il y a actuellement, avec la volatilité des prix, etc. Elles demandent de ne pas réfléchir à un après, mais à des après. Et en fait, l'idée de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, ça permet d'imaginer, de faire des ateliers où on peut imaginer plusieurs scénarios. À quoi pourrait ressembler le scénario s'il se passe, à quoi pourrait ressembler demain si on fait A, à quoi pourrait ressembler tel scénario si on fait B, à quoi pourrait ressembler notre entreprise si on fait C. Et en fait, le fait de se pousser à faire cet exercice de projection est assez intéressant et ça développe, je trouve, l'agilité des organisations et ça développe le fait d'être capable justement d'adapter son plan d'action au cas où il y a un élément inconnu qui arrive. Et quand on voit ce qui s'est passé ces derniers mois, on se dit très pertinent d'imaginer pas qu'un scénario quand tout roule bien, mais d'imaginer des scénarios catastrophes, un moment en catastrophe. Et j'imagine que dans le domaine militaire, Xavier, vous avez travaillé sur ces enjeux-là des milliers de fois. Voilà. Oui, effectivement. J'ai vu que j'avais un problème de micro. J'espère que c'est résolu. Je vous entends, Xavier. D'autres questions?
Écoutez, sinon, je vais donc remercier nos 3 intervenants de très grande qualité pour également la clarté de leurs explications, les remercier également pour la démarche parce que je trouve qu'elle est tout à fait opportune dans un contexte où chacun s'interroge côté responsable ressources humaines ou côté salarié même sur cette sortie de crise sanitaire. Et surtout dans un contexte où on ne sait pas comment ça va se faire, quoi. Donc, merci beaucoup, Jérémy, merci, Caroline, merci Xavier. Et puis, passez une bonne soirée à tous. Je crois que dans 30 minutes, il y a des chances qu'on soit tous soit à la radio, soit à la télé, pour peut-être, comme le disait Xavier, ne rien apprendre du tout. Mais bon, passez une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous les adhérents de la NDRH-IDF qui ont pris le temps de se connecter. Et à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.